Salam alaikum, bonjour. Après avoir traité la statique des fluides dans le chapitre 1, nous allons aborder aujourd'hui la dynamique des fluides. Ce chapitre-là va traiter tout particulièrement la dynamique du fluide parfait, sachant bien sûr qu'il existe des fluides parfaits et des fluides réels. La différence entre les deux étant que les fluides parfaits ignorent tout effort tangentiel, c'est-à-dire toutes les forces de viscosité. Ce sont des forces de frottement qui s'opposent à l'écoulement de fluide. Donc, nous allons nous focaliser dans cette partie au fluide parfait. Alors, un fluide parfait, par définition, ignore tout effort tangentiel, c'est-à-dire les forces de frottement visqueux. Dans ce cas, le tenseur de contrainte s'exprime par carrément, le tenseur de contrainte est égal moins P fois le tenseur identité, sachant que P étant la pression hydrostatique. Le tenseur identité est exprimé par l'unité suivant la diagonale et 0, tous les termes sont nuls, les termes hors de la diagonale. Cela se traduit par les contraintes qui se trouvent sur la diagonale égale moins P, la pression hydrostatique. Les contraintes hors de la diagonale sont égales à 0 si I est différent de J, bien sûr. Bien, dans un tenseur de contraintes, nous distinguons les contraintes normales et les contraintes tangentielles. Sachant par exemple, si vous prenez une masse de fluide de forme cubique, un cube est formé de 6 facettes. Alors si vous prenez chaque facette, vous pouvez distinguer sur cette facette une contrainte normale qui est perpendiculaire au plan de la facette et deux contraintes tangentielles portées par ce même plan. Alors, dans l'espace, vous pouvez distinguer 3 facettes du cube et donc vous aurez 3 fois 3, 9 termes dans la matrice qui représente le tenseur de contrainte. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces contraintes normales? Ce sont des forces, alors, qui représentent la pression hydrostatique, tout simplement parce que leur nature, ou bien la nature étant une compression, c'est-à-dire si vous avez un fluide au repos, ce fluide-là au repos, c'est un ensemble de couches superposées, donc l'ensemble forme un poids, et ce poids-là agit sous forme d'une sollicitation mécanique qui est de type compression. Et donc vous aurez donc tout ce qui est la diagonale, puisque c'est les contraintes normales, elles sont égales, elles représenteront la pression hydraulique. Par contre, les autres, ce sont des contraintes tangentielles. Alors, pour un fluide parfait, ces forces tangentielles, qui représentent des forces de frottement visqueux, elles sont nulles. Sachant bien sûr que un fluide parfait n'est rien d'autre qu'une représentation simplifiée, ou bien c'est l'idéal, d'accord? C'est une approximation idéale, parce que dans la nature, tout fluide possède une résistance. Un exemple, si vous mettez par exemple 2 gouttes de nature différente, une goutte d'huile, une goutte d'eau sur un plan horizontal, et si vous voulez les faire écouler, c'est-à-dire provoquer leur déplacement, il suffit juste de faire un plan, de relever ce plan-là de façon inclinée. Et vous allez constater que les 2 gouttes ne se déplaceront pas à la même vitesse. Et, ou bien, étant donné que ce sont deux natures différentes, de l'huile et de l'eau, donc chacune va développer une certaine résistance pour s'écouler. Cette résistance-là représente justement la force de frottement visqueux, tout simplement.
Donc c'est une force qui s'oppose à l'écoulement, au sens de l'écoulement. Elle est opposée. Bien. Nous allons nous intéresser bien sûr toujours aux fluides incompressibles, qui sont les liquides. Les fluides compressibles, ça fait partie de... c'est les gaz, d'accord? Donc dans cette partie, nous allons nous intéresser juste aux liquides. Alors, premier principe de la conservation de la masse, qui est l'équation de continuité qu'il faudra toujours vérifier. C'est un principe qu'il faudra toujours vérifier dans la résolution des écoulements. Nous avons vu que l'équation de la conservation de la masse qui traduit le fluide conservé durant, dans son écoulement à travers une conduite, nous aurons d rond sur dt plus le gradient de ρ ui égale à 0. Donc, souvenez-vous que ce principe-là n'est rien d'autre que la variation, si vous voulez, la dérivée particulière de la masse égale à 0, c'est-à-dire que la masse se conserve dans le temps. Nous l'avons déjà vu au niveau du chapitre 2, les équations de base de la mécanique des fluides. Donc je vous invite à revoir cette partie de façon détaillée au niveau du chapitre 2. Donc en développant cette équation-là de continuité, nous arrivons pour les fluides incompressibles à la divergence, tout simplement cette équation-là pour les liquides ou pour les fluides incompressibles, et se résume carrément au gradient de U et au gradient de la vitesse UI égale à 0, sachant que I, c'est un indice compris entre 1 et 3, ou bien il représente les composantes des différentes vitesses suivant X, Y et Z. D'accord? Alors, le gradient de ce terme-là n'est rien d'autre que la somme de la dérivée. Donc, la dérivée d'un produit, c'est la somme des dérivés. Donc, d rond sur dt. Donc, là, je développe le produit. Donc, c'est ui d rond u sur d rond sur dxi plus ρ dui sur dxi. Étant donné que on a affaire à un fluide incompressible, donc la masse volumique est constante, cela veut dire que d rond sur dt égale à 0. Ce qui nous reste, c'est ce terme-là. Étant donné que ρ est constante, donc j'obtiens carrément le gradient de ui égale à 0. C'est clair, je pense. Passons au deuxième principe de la mécanique des fluides, c'est la conservation de la quantité de mouvement. C'est un principe qu'il faudra toujours vérifier. Hein? Alors, pour l'équation de la quantité de mouvement, alors les équations du mouvement en dynamique des fluides, ce ne sont que les équations de Navier-Stokes. Nous avons déjà démontré ces équations-là au niveau du chapitre 2, donc je vous invite à revoir toujours le chapitre 2. Hein? Alors, il faut savoir que les équations de Navier-Stokes ne sont que les équations de Newton, l'équation fondamentale de la dynamique. C'est la deuxième loi de Newton. Somme des forces extérieures égale à la masse fois l'accélération. Tout simplement, cette équation-là de Newton, nous allons la représenter de façon plus détaillée pour les problèmes de mécanique des fluides. Sachant que la somme des forces extérieures n'est rien d'autre que ce terme-là. Vous avez les forces de volume, c'est ρ fois F, F étant la pesanteur, c'est l'accélération. Ρ, c'est la masse volumique du fluide. C'est une force de volume. Vous avez les forces de pression, c'est moins grade de P, d'accord? Ce sont des forces type surfacique. Et vous avez les forces, tout le reste, c'est les forces de frottement visqueux, tout ce terme-là. Donc, dans l'équation de Newton, vous avez la somme des forces extérieures, n'est rien d'autre que
les forces de gravité, les forces de pression et les forces de frottement visqueux. Pour ce terme-là, ρ du sur dt, c'est le terme ma. La masse fois l'accélération. E étant la vitesse, d'accord, de l'écoulement de fluide. du sur dt représente l'accélération. La masse, par définition, c'est ρ fois v. ρ fois v. Et donc, ρ, c'est m sur v. Donc, tous ces termes-là, ce sont, si vous voulez, des forces par unité de volume. Vous développez n'importe quel terme là, vous allez voir que c'est une force par unité de volume. Un exemple, si on développe l'unité de ce terme-là, vous avez ρ, c'est des kilogrammes par mètre cube dans le système SI. F étant l'accélération, la pesanteur, donc c'est des mètres sur seconde carré. Alors, kilogramme fois mètre sur seconde carré, ça vous donne le newton, et vous avez le newton par mètre cube. D'accord? Vérifions ce terme aussi. Donc, vous avez du sur dt, c'est une accélération, donc c'est des mètres par seconde carré, multiplié par kilogramme par mètre cube, ça vous donne, alors, kilogramme fois mètre sur seconde carré, c'est des newtons, que divise mètre cube. Donc, tous ces termes-là, c'est une force par unité de volume. Bien. Donc, c'est pour vous souligner que cette équation ne découle que de l'équation de Newton, de la mécanique de Newton. Alors, mu représente la viscosité dynamique du fluide et lambda représente la viscosité secondaire. Pour un fluide parfait, nous avons dit que pour les fluides parfaits, les forces de volume les forces de frottement sont négligeables. Ou alors, c'est un fluide dont la viscosité est nulle ou négligeable, tend à 0. Alors, à ce moment-là, nous aurons ce terme-là qui est égal à 0, étant donné que mu tend vers 0. Le premier terme de ce facteur-là étant nul, il nous reste lambda gradient de div u de u. Alors, ce terme-là sera nul, c'est la divergence du u qui va annuler le deuxième facteur. Pourquoi? Parce que pour les fluides incompressibles, nous avons dit que l'équation se résumait carrément à div de la vitesse égale à 0. Donc là, le deuxième facteur sera annulé par div de u. Bien. Alors, à partir de ces équations de Navier-Stokes, qui font partie du problème, qui font partie de l'un des problèmes, de l'un des 6 problèmes du binaire, à ce jour qui n'admettent pas de solution exacte, ce ne sont que des solutions approchées. C'est une équation qui est fortement non linéaire, de type du second ordre. À partir des équations de Navier-Stokes peuvent découler plusieurs équations, telles que l'équation de l'air, l'équation de Bernoulli. C'est ce que nous allons voir dans le paragraphe suivant. Pour l'équation de l'air, alors, l'équation de l'air, donc les équations de Navier-Stokes précédemment, avec appliquées pour un fluide parfait, on va découler aux équations de l'air. Donc, ρ du sur dt moins égale force de volume, force de pression. Donc, c'est ce qu'on appelle les équations de l'air. Donc, elles sont valables dans le cas où vous avez un écoulement de fluide parfait. Alors, cette équation-là de l'air, c'est une équation vectorielle. Alors, si je la projette suivant les 3 axes de direction, x, y, z, dans le cas d'un écoulement tridimensionnel, vous allez donc décortiquer ces termes-là, ces vecteurs-là. Donc, si le champ de vitesse est composé
de la composante UVW. Donc, vous aurez première composante suivant X, rho du sur dt, égale rho du sur dt, qui est une accélération locale, plus l'accélération convective. D'accord? Sachant que ce terme-là, c'est une dérivée particulière des droits de Hus par rapport au temps. C'est, si vous voulez, c'est en utilisant la définition de la dérivée particulière qu'on a vu dans les rappels mathématiques. La dérivée particulière se décompose en dérivée particulière, en dérivée locale, du sur dt, plus la dérivée convective. C'est ce qui revient à dire, c'est la dérivée par rapport au temps et la dérivée par rapport à l'espace. D'accord? Vous pouvez trouver aussi dans des bouquins la dérivée, le signe dérivé droite en majuscule ou bien en minuscule. D'accord? Donc voilà pour la composante y. Donc c'est V. D'accord? Je développe la même chose. Donc là, ça sera ρ. Ça sera ρ fois la composante GI de l'accélération suivant X, gradient de P suivant X. Là, ça sera gradient suivant Y de la pression suivant Y. Et la dernière composante, gradient de la pression suivant Z. Avec, bien sûr, les différentes accélérations Fx, Fy et Fz.